rognier, ancêtre rognier, aïeul rognier, trisaïeul rognier, plante ton mâle parmi les femelles, je t'appelle. Adamo t'appelle. Nous sommes ceux qui privilégient la parole, le geste, l'acte et l'action. Devant l'intransigeance et l'exigence de douleur mâle, nous réclamons, nous demandons, nous exigeons le silence. Rognier, ancêtre rognier, trisaïeul rognier, plante ton mâle parmi les femelles, je t'appelle, Adamo t'appelle. Bori, Bori Clembier, Bori Clembier, Bori Bana Dadier. Ce soir-là, autour d'un vieillard qui a raconté sa belle part de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout fut noir. À qui me plaindrai-je ou me mettrai-je pour crier ma rage, vomir ma colère? Né là. À qui me plaindrai-je quand le toit tutélaire d'Assini a refusé de briller durant toute la journée? Quand la lune ne veut pas sortir à Diaké, à qui me plaindrai-je ou me mettrai pour crier ma rage, vomir ma colère? Né là. Nous sommes fatigués d'attendre, fatigués de pleurer. Qui séchera nos larmes, nos pleurs? Qui lira les lignes de nos mains? Qui nous aidera à faire la ronde des jours? Qui parlera des légendes africaines? Monsieur Togoyini, de Grand Bassam à Dakar, les voix dans le vent se sont tues. Et à qui me plaindrai-je? Où me mettrai-je pour crier ma rage et vomir ma colère? Né là. Bori, Bori Clembier, Bori, Bori, Bori Bana Dadier. J'entends encore sa voix roucouler dans ma tête, disant, je suis content de la forme de ma tête faite pour porter le monde, satisfait de la forme de mon nez qui doit tuer tout le vent du monde, heureux de la forme de mes jambes prêtes à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir et d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. Le travail. Et le travail, après l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération, et fuir l'homme qui n'aime pas le travail. Bori, Bori Clembier, Bori, Bori Clembier, Bori Bana Dadier. Et j'ai vu l'ombre courir jusqu'à la première tombe. Elle a hésité quelques secondes et alors elle s'est retrouvée à la deuxième tombe, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, à la dixième tombe, à la centième tombe, la 101e tombe, la 102e, la 103e. La l'ombre s'est vue fatiguée, harassée, flappée, fourbie. La l'ombre s'est laissée affaisser sur un mort de terre, assoiffé de sang et de chair. L'ombre était fatiguée, l'ombre avait fini, il était fini. Magnifique, mesdames et messieurs. Il nous vient de l'école de poètes de l'INSAC, la structure culturelle par excellence de notre beau pays. Merci, mesdames et messieurs, d'être avec nous en direct ce matin pour un spécial Bernard Dadier. Alix et moi et toute l'équipe avons décidé de rendre pas un hommage, mais juste un témoignage à cette icône de la culture de notre pays, Bori. Bori. Allez-y, on vous retrouve juste après. Merci. Merci, bonjour, poète. Alix. Bonjour, Marco. Bonjour à vous tous. Et comme Marco l'a dit à l'entame, nous allons aujourd'hui essayer de parcourir, en tout cas, tout le long héritage que nous a laissé ces grands hommes de culture qui était monsieur Bernard Dadier, qui nous a malheureusement quitté le week-end, le samedi précisément. Ainsi, avec cette émission, on va, avec plein de consultants, essayer de revisiter ses livres, revisiter, en tout cas, son parcours richement qui nous a laissé. 103 ans, Alix. Imaginez 103 ans. Normalement, on ne doit pas pleurer. On doit être heureux. C'est ce qu'on dit en Afrique. Pour le doyen. En Afrique, c'est vrai qu'on dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais quand un vieillard meurt, c'est une joie aussi parce qu'on sait qu'il a laissé une empreinte. Et parlant d'empreinte, justement, on va recevoir notre jeune frère qui va venir, c'est le caricaturiste. Oui, qui Alice, est en train de faire son entrée. Qu'est-ce qu'on va faire Tout au long de l'émission, on va le laisser juste avec son équipement. Il va nous faire une belle peinture, c'est ça? Un dessin de l'homme. Et tout au long de l'émission, on aura quelques petites pauses. Vous êtes intimidé par Alix, venez. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Vous avez peur de la beauté, de la clarté d'Alix? Il travaille dans l'art, donc nous sommes sur un terrain d'art, ça va. Il est si jeune, mais il a décidé de faire un portrait de Bernard Dadier, de monsieur Bernard Dadier, sans, comment on dit ça, sans motif, mais sans... sans un modèle. Sans un modèle.
Il va faire ça en ayant une image de Bernard Dadier qu'il a campé dans son esprit. Et c'est tout l'intérêt de ce caricaturiste-là. Il s'appelle comment? Votre nom? C'est Abou Camus. Abou Camus. Ah, un grand nom. Oui, Camus. Comme Albert. C'est le nom d'artiste. Oui. Allez, vous allez commencer maintenant. Et vous avez 90 minutes, 90 minutes. pour nous sortir avec cette plus belle 6 partition. affinités. D'accord, merci beaucoup. Le temps pour nous de nous installer. Bien entendu. Bernard Dadier, on l'a dit, 103 ans, la rédaction de Matin Bonheur a décidé donc de rendre hommage à cette icône de la culture de notre pays. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'avoir M. Delors Inabo qui nous parlera de la résonance donc, de M. Bernard Dadier au niveau international. On aura aussi quelqu'un d'éminent, très proche, qui avait une relation fusionnelle avec Bernard Dadier, Josué Guébo, donc de l'université d'Abidjan, qui viendra nous parler de l'héritage de M. Bernard Dadier. Alix. Et toute l'équipe s'est mise en tout cas d'appoint pour pouvoir nous offrir quelques petits éléments comme ça pour rappeler l'héritage de l'homme. Donc Nessine Dri et l'équipe de tournage, Guillaume Zéré, Franck Kouadio, nous ont ramené quelques petits éléments. D'ailleurs, on en a un qui démarre avec Franck Kouadio. Il nous parle de l'écrivain, un homme et une œuvre qu'il nous a laissée. Le regard arrivé sur une œuvre peu connue mais fort saisissante de l'auteur qui aura ravivé sa flamme pour le livre. Kofi Kofi, critique littéraire, ne se lasse pas d'explorer Dadier. Et ce recueil, les contes de Koutou As Samala, référence au prénom de l'épouse de l'écrivain plutôt disparu. Si je n'étais pas charitable, je tuerais tous les serpents du monde. Qu'a-t-il fait? Monsieur Togonini, les jambes du Fils de Dieu, Climbier, carnet de prison. Oui. Autant de genres, autant d'œuvres comme une passerelle pour véhiculer ses idées et son combat. La dénonciation des injustices, celle de la colonisation, mais aussi celle des années post-indépendance. Quand on prend nos frères de la diaspora qui ont inventé la négritude, c'était des gens qui avaient des problèmes avec leur culture, avec leurs origines. Alors que lui, né en Afrique, il n'avait pas de problème avec ses origines. Il avait plutôt un autre problème, celui de la liberté de l'homme, de l'égalité de l'homme. Et c'est ce combat-là qu'il a mené. Un positionnement littéraire connu. Il n'était pas l'homme d'une école, mais il était à la fois romancier, novelliste, dramaturge, un précurseur de l'exploration des genres. Les spécialistes de l'analyse, les spécialistes comme Paul Nda, disent que les romans de Bernard Dadier ne sont pas purement des romans classiques, sont des romans qui sont à cheval sur la narration, le théâtre, puis on a aussi le genre épistolaire, c'est-à-dire les lettres, puis quand vous prenez carnet de route, ce sont des chroniques. Bon, vous prenez Climbier, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique. Donc, Bernard Dadier a survolé tous les genres littéraires connus à ce jour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on dit de lui qu'il est un homme pluridimensionnel. La critique autour de l'œuvre de Dadier a toujours suscité débat, mais surtout déterminé l'évolution d'une démarche littéraire avant-gardiste. Le professeur Nyadega, président de la Fondation Dadier, est le gardien du temple. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Son père, Gabriel Dadier, a été celui qui a, pour ainsi dire, laissé la place au président Houphouët-Boigny comme responsable du syndicat agricole africain. Mais lui-même a été journaliste et a eu à écrire des articles pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a même fait la prison pendant la période coloniale. Donc il y a le Bernard Dadier de la période coloniale, mais il y a aussi le Bernard Dadier des indépendances. 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 65 et La ville où nul ne meurt en 68, l'œuvre immense de Dadier est à sauvegarder. Bernard Dadier a parlé non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique et au monde. Bernard Kofi Belin Dadier, né à Sydney en 1916, appartient désormais au monde. Sa marque sur l'univers littéraire restera à jamais indélébile. Oui, tout le monde au niveau de la radiodiffusion télévision ivoirienne vraiment ménage aucun effort pour rendre un hommage des plus déférents à cette icône de la culture de notre pays et de l'Afrique. Christelle Akoussa et toute l'équipe là-haut sont en train de recueillir toutes les informations, surtout sur le net. Les hommages affluent de partout. Il faut rappeler, Alix, que Bernard Dadier, c'est le premier roman de Côte d'Ivoire. C'était en 1956 avec Climbier chez Présence africaine. On a eu après Commandant Taureau et ses nègres.
il a fait aussi des légendes avec légendes africaines, le conte, le paille noir, conte de Koutou Assamala, et puis la poésie Afrique debout, et sans oublier Hommes de tous les continents, et puis la ronde des jours. Au théâtre également, on a Assémien Desbilets-Roy du 108, M. Togognini, on a Béatrice du Congo, on a Les Voix dans le vent, on a Île de Tempête. On va citer comme ça tout au long de cette émission le fruit vraiment de sa fécondité créatrice. Alix, c'était un monument. Exactement, avec cette bibliographie féconde qui pilule. Vraiment, cet écrivain nous a laissé un bel héritage pour les nouvelles générations et même les générations un peu plus anciennes, car tout le monde se plonge dans les livres, comme quoi le livre, c'est celui-là qui nous permet d'avoir le savoir, la connaissance tout le temps. Et vraiment, ça fait plaisir de lire Bernard Dadier. J'ai un témoignage. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre sur, vous savez que je suis passionné des femmes de Grand Bassam, la marche des femmes. Oui, la marche des femmes. Précisément. Et vous savez pourquoi les femmes de Grand Bassam ont marché? Bernard Dadier faisait partie des raisons. Parce qu'à l'époque, Bernard Dadier, avec d'autres membres, ils étaient 8 en tout, du PDCI, à l'époque, avait été emprisonné de façon injuste par le colonisateur. Et ils ont été transportés dans un corbillard, à l'époque, en 49, fin 49, comme ça, ils étaient transportés dans un corbillard pour aller à la prison. C'est-à-dire le colonisateur voulait les toucher psychologiquement. Et dans le corbillard, il y a un poème de Bernard Dadier vraiment magnifique. Ah là là, et ça vraiment c'est resté dans les annales. On va essayer de vous le lire juste avant la fin de cette émission. Mais si on allait, on va poursuivre dans tout ce qui est dédale des hommages, avec l'hommage maintenant de la communauté estudiantine. On y va. Bernard Dadier est le quatrième pilier de la négritude. Et il a écrit beaucoup de romans, surtout Climbier. Nous étions à l'école primaire, nous avons étudié ces romans. Je ne sais pas si on peut avoir encore un écrivain à la dimension de Bernard Dadier. Donc c'est toute l'Afrique qui est en deuil. Et que l'école normale supérieure, nous-mêmes, nous sommes en deuil. On attend que les choses soient organisées pour qu'on puisse rendre un hommage vibrant à l'Ulysse disparu, parce que c'est un homme. On retient que c'est un écrivain qui a marqué l'Afrique en général et la littérature ivoirienne en particulier. Moi, personnellement, au secondaire, on a étudié beaucoup de ses œuvres. Et celle qui m'a marqué a été Climbier. J'ai retenu vraiment un souvenir de cette œuvre lorsque Bernard Dadier disait que le travail et après le travail, l'indépendance. L'être à la charge de personne, il faut chasser les paresseux de la société. Donc quand je regarde, je vois que Bernard Dadier nous incitait ainsi à se mettre au travail. C'est un homme politique, un homme littéraire aussi, qui a abordé plusieurs genres littéraires, du roman au théâtre, de la nouvelle au conte, en passant par la poésie. Sa plume était assez riche. C'était un modèle pour nous autres. Il était surtout homme de lettres. Donc, en tant que tel, il est un modèle pour nous autres. Et aussi, il est écrivain. Il m'inspire beaucoup parce que sa littérature, ce n'était pas seulement dans la théorie. Au-delà de la théorie, il était dans la pratique. Et notamment, il s'est engagé dans le cadre de la lutte pour la décolonisation et aussi pour le néocolonialisme, notamment en créant le CNDR. Voilà, tout ça, ça nous inspire beaucoup. Je retiens de Bernard Dadier que c'était un grand écrivain. En classe de 6e, 5e, nous avons parcouru quelques ouvrages et puis après, plus tard, j'ai eu acte de quelques œuvres qu'il a écrites. Bon, c'est rempli de sagesse. Ses écrits sont remplis de sagesse. Bernard Dadier était un écrivain ivoirien qui a écrit plus de 6000 œuvres, parmi lesquelles figurent en bonne place Climbier, M. Togognini. Je vous remercie, mon Dieu. Tout ce qu'on peut retenir de ce grand homme, c'est qu'il a marqué l'histoire de la littérature africaine. Et toute la Côte d'Ivoire retient de lui que c'était une sommité, un grand.
Et de toutes ces interventions et témoignages, on remarque que la jeunesse est vraiment très imprégnée dans l'œuvre de l'artiste, hein, de l'écrivain. Malgré son âge, on voit qu'au fait, son talent transcende les générations. Alors, Alix, on aperçoit un tant soit peu Abou avec son dessin, là. On peut pas voir ça peut-être chez vous. Une nombre qui arrive et encore qui sortira bientôt. Okay. La suite, Alix, de Matin Bonheur spécial Bernard Dadier, on a maintenant Le point route. Dans cette spéciale, on a quand même gardé quelques petits fondamentaux qui vous sont très utiles, à l'instar de tout ce que l'on fait. Même pour aujourd'hui, connotation avec l'hommage rendu. Le point route, c'est maintenant. Boulevard Lagunaire, pour commencer, le monsieur Bernard Dadier, le ministre Bernard Dadier a certainement vécu le début de la construction de ce boulevard-là, parce qu'il a 103 ans, il est parti à 103 ans. Je dis il a parce que pour nous, il est toujours vivant. Donc sur ce boulevard-là, voilà, ça va, tout le monde se porte bien, ça va. C'est pas trop le grand trafic, c'est normal, il n'est que 6h11 maintenant. Donc voilà. La suite avec le boulevard. Avec un autre boulevard, le boulevard Latry, qui actualise voilà, son image avec une circulation comparable à celle du plateau. Hein. Quelques véhicules, et c'est compréhensible, hein, vu l'heure, il est 6h11, donc quelques véhicules, avec quelques bus aussi. On a un bus ou un véhicule transport en commun, ce qui est sûr, la circulation s'y passe merveilleusement bien. Il a certainement vécu l'époque où il y avait le pont flottant, où on enlevait le pont le soir pour séparer les indigènes du colonisateur. Tout ça, c'est fini. Maintenant, il y a le pont Fouette-Boigny, le pont Henri Conan-Bédier, le pont de Gaulle, qui est maintenant là soumis à notre sagacité visuelle pour avoir une idée du trafic à cet instant de la matinée, de cette matinée du 15 mars 2019. Et le trafic y est tout doux, ça va. Avec cette belle lumière qui fait scintiller notre lagune et briller. Et on peut voir même les poissons. Même, ah oui? Oui. J'ai aperçu 2 dorades. Vous avez vraiment un œil de lynx, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas. Lui, il avait l'œil pour reconnaître les belles écritures, surtout la belle phrase, la belle prose. Bernard Dadier, on continue avec la litanie de ses œuvres. J'ai parlé tout à l'heure de Béatrice de Congo, Les Voix dans le vent, Île de tempête, Papa Sidi, Maître escroc. On voit cool. Les nouvelles aussi, Les jambes du Fils de Dieu, puis les chroniques. Les chroniques, il y en a beaucoup. Hein. Il y a les villes, Un nègre à Paris, Patron de New York qui a reçu des prix, La ville où nul ne meurt, Caillou blanc, et puis des pensées, Opinion de nègre, et puis témoignages également, Carnet de prison, parce qu'au-delà de tout ça, il était aussi un homme politique emprisonné. Exactement, qui luttait véritablement pour l'essor et la promotion de la culture en Côte d'Ivoire particulièrement, mais dans toute l'Afrique en général. Alors la suite, maintenant, nous avons des éléments vidéo à vous montrer. Dans un instant également, on aura la prestation, deuxième prestation de nos amis du Cercle des Poètes. Avant d'arriver donc à l'unique flash de cette émission avec Abdoulaye Koné. Mais avant d'y aller, je pense bien qu'on aura dans quelques instants Inabo Delors qui viendra nous parler de la résonance que la disparition de l'homme a eue sur la toile. On se souvient, Marco, de ces fausses nouvelles-là qui avaient été lancées en début d'année, et ce même depuis l'année dernière, des nouvelles de sa disparition qui n'étaient vraiment pas avérées. Malheureusement, le samedi dernier, cela s'est confirmé. L'homme est réellement parti le samedi dernier. Le temps de recevoir Monsieur Inabo Delors, sûrement qu'on aura un petit tour, on fera... Ah, ça commence à sortir tout doucement. Ça commence à sortir, avec notre caricaturiste. C'est ça qu'on dit, hein, Monsieur Camus? Vous êtes caricaturiste? Oui, je suis caricaturiste. D'accord, on commence à voir... Il y a la paire de lunettes qui est bien visible. Justement. On a la tête, tout doucement. Okay. Généralement, vous commencez par quelle partie du corps pour pouvoir faire... Moi, je commence d'abord par les yeux. Les yeux? Oui. Ensuite, maintenant, bon, le nez. Et puis, au fur et à mesure. Les autres éléments arrivent tout doucement. Tout doucement. En tout cas, on commence à apercevoir la face de l'homme. Okay. À tout de suite. D'accord. À tout de suite. Allez, nous allons essayer donc d'avoir nos amis du Cercle des Poètes qui vont venir aussi pour vraiment... Cette fois-ci, c'est une femme et un homme. On a commencé avec un homme seul qui a ouvert la voie, une ravissante dame qui va venir déclamer maintenant. On l'écoute de façon
Majesté. Tu es arrivé à destination après avoir parcouru 103 kilomètres pour ta nation. Homme d'action, de conviction, tu demeures. Ô baobab éternel, que ton œuvre est grande et belle, ton âme joyeuse, altière s'élève au-dessus du ciel. Elle a mangé l'ambroisie, elle est semblable au Dieu. Hommage légendaire, la terre d'Ivoire, l'Afrique et l'humanité entière te rendent hommage. Pur sang noir qui abreuve toutes les terres du monde. Rejoins tes ancêtres, que les montagnes vibrent, que la terre s'exalte et que le désert raconte au vent les prouesses de ta plume. Plume majestueuse, plume qui féconde, plume qui donne la naissance à la ronde des jours. Clin biais, les voix dans le vent, tant d'œuvres majestueuses, tant d'œuvres magistrales. Rejoins tes ancêtres dans cette belle, dans cette grande contrée où t'attendent les bras ouverts Regina Yaou, Zadi Zarou et tous ces illustres personnages qui ont révolutionné le destin du monde. Homme légendaire, homme sans âge, tu es Dadié. Rentre dans ta gloire, traverse le labyrinthe du temps et installe-toi à jamais dans le panthéon de nos mémoires. Car tu as parcouru toutes les lettres d'ivoire et tu restaures nos âmes dans ta gloire. Tu as parcouru 103 kilomètres entre le vent, la pluie et les lettres. Maître des lettres d'ivoire, repose dans la gloire. Tu portes la neige sur la tête, mais tu n'es pas vieux. Je suis venu, j'ai vu, j'ai été convaincu que quelque part le soleil était noir, que quelque part la barbe du vieillard n'avait jamais blanchi, que quelque part l'arbre n'avait jamais été arbuste, qu'ici Victor Hugo s'appelle Bernard Bédadier. Tu ne portes pas la neige sur ta tête, mais tu es vieux. Depuis qu'un homme porte la douleur du monde comme Dieu, des 36 épées qui ont transpercé ton cœur, aucune n'a réussi à faire couler ton sang, aucune n'a réussi à faire couler tes larmes. Non, le noir ne pleure jamais. Ils vous ont menti, le noir ne pleure jamais. Ce qu'ils ont vu n'était pas ton sang, mais le vin qui abreuve leur soul. Ce qu'ils ont vu n'était pas tes larmes, mais l'eau qui les désaltère. C'est pourquoi prête-moi tes lunettes d'adier, je veux voir comme toi. Prête-moi tes lunettes d'adier, je veux voir comme toi. Prête-moi tes lunettes d'adier, je veux voir comme toi. Voir ce que l'œil de la haine ne perçoit, ce que l'œil de la guerre ne perçoit, ce que l'œil de la mort ne perçoit, ce que l'œil du malheur ne perçoit. Prête-moi tes lunettes d'adier, je veux voir comme toi. Il y a des années, tu criais Afrique debout. Mais l'Afrique dort toujours dans la boue, comme Senghor qui chanta dans l'ombre pour que naisse la lueur, mais les mêmes douleurs demeurent. Et feuille au vent, tu criais sur ce fol ténace qui fracasse l'extrémisme, puis trapasse, puis crache. Et un jour, ils parviennent à comprendre qu'en réalité, le noir de ton teint n'était pas un signe de malheur. C'est pourquoi moi, je dis 1000 fois merci à Dieu de t'avoir créé noir. Tu as parcouru 103 kilomètres entre le vent, la pluie et les lettres. Maître des lettres d'ivoire, repose dans la gloire. Tu as parcouru 103 kilomètres entre le vent, la pluie et les lettres. Maître des lettres d'ivoire, repose dans la gloire. Merci beaucoup. Vous allez parcourir quelques mètres seulement et revenir après. Merci beaucoup. Je sais qu'on n'est pas trop nombreux ici, on va les applaudir parce que franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes d'une autre génération, des arrière-petits-fils de Bernard Dadié déclamer ainsi. Ça fait plaisir. Bonjour Delors Inabou. Bonjour Marcelin, bonjour Alex. Bonjour Impression. Eh oui. Ils sont superbes. Alors le jeune homme me fait penser à un de nos concitoyens, voilà, Armand, Goza Armand. Et je pense qu'ils ont plus ou moins le même verbe, la même rhétorique. C'est très intéressant à voir. Alors ce matin, on a voulu rendre un hommage au grand maître, au seigneur des lettres ivoiriennes. Alors vous êtes là ce matin pour nous parler un peu de sa résonance, autant sur la toile qu'au niveau international. Bon,
C'est toujours difficile d'aborder ce genre de thème quand on a affaire à des personnages iconographiques comme enfin, de la trempe de Bernard Dadier. Dadier, c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire contemporaine, mais vraiment toute l'histoire de la Côte d'Ivoire contemporaine. De l'Afrique, de son combat pré-colonial à celui post-colonial, mais aussi de tout ce qui relève de la culture, des peuples d'Afrique. Je dis des peuples parce que c'est un monsieur qui non seulement a traversé les âges, mais aussi tous les styles. Il a su parler au cœur de l'Afrique entière, il a su parler au cœur des intellectuels, au cœur des politiques, au cœur des artistes, au cœur des littéraires. Bernard Dadier, c'est un personnage universel. Alors, pour répondre maintenant à votre question, pour ce qui est de la résonance que son œuvre et son départ ont occasionné, principalement sur la toile, c'est là qu'à mon goût demeure, j'ai envie de dire, l'inachevé. C'est là qu'à mon goût demeure, j'ai envie de dire, ce qui n'a pas été parfaitement accompli. Parce que, contrairement à l'image et à l'impact que ce monsieur a généré, nous n'avons pas senti et nous continuons de ne pas ressentir l'impact de son œuvre et de son départ sur les plateformes numériques, sur la toile, dans la blogosphère. Et cela est dû à quoi, de votre avis? Cela est dû à plusieurs facteurs. Un peu pour rigoler, quand je vous dis, d'après Maurice Carême, par exemple, tout de suite, tout le monde sait plus ou moins de qui il s'agit. Ça nous rappelle un pan de notre histoire à l'école primaire. Quand on dit aussi d'après Bernard B. Dadier, ça évoque le même souvenir. Qui n'a pas fait une dictée à l'école primaire où on entend parler de Bernard B. Dadier? Mais malheureusement, ça remonte à l'époque où nous, vous et nous, étions enfants. Quid d'aujourd'hui? Est-ce qu'on parlait de Bernard B. Dadier parce qu'il était ministre de la Culture ou on parlait de lui parce que c'était cet être immense-là? Alors moi je vous dis, on dit que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Mais quand nous-mêmes, nous ne travaillons pas à pérenniser l'âme, l'œuvre de ces géants-là, il est clair qu'à partir d'un certain moment, ça s'estompe. Et ça fait partie désormais des valeurs qui quittent progressivement nos cultures. Vous pensez que Bernard Dadier était banalisé? Je le crois, mais vraiment avec peine. Parce que nous reste-t-il de cet homme? Il n'est pas normal que pour quelqu'un de la tranche de Bernard Dadier, ce ne soit que des universitaires, des intellectuels d'un certain niveau qui en parlent. J'ai été à Bamako il y a quelques jours. Excusez-moi. Non, on comprend votre émotion. J'ai été à Bamako il y a quelques jours et le décès de Seydou Badian, cet autre grand homme d'Afrique, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, mais l'hommage national qu'il y a eu dans ce beau pays, qui est le Mali, pour cet homme-là, mais tout le monde, vraiment, et quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde, de la ménagère à l'intellectuel, qui était sorti massivement répondre à l'appel du dernier hommage de cet homme. Mais Bernard B. Dadier, qui en entend parler? C'est pour ça que ce matin, je suis réjoui de ce que cette émission offre une lucane à part entière à ce monsieur. Sur Internet, nous n'avons rien vu. Mieux, je vous donne un chiffre. Vous savez ce qu'on appelle la portée des publications. Aujourd'hui, un caractère comme Bernard Belin Dadier, pardon, j'ai un chat dans la gorge, comme Bernard Belin Dadier, quand vous tapez sur Google, c'est un caractère qui a une portée de maximum 6%. Ça signifie quoi? Que si vous, Alix, vous faites une publication où vous parlez de Bernard B. Dadier, sur 100 amis que vous avez, il y a seulement 6 qui verront cette publication. Il en est ainsi parce que c'est une chaîne de caractères, c'est un nom qui n'occasionne pas, j'ai envie de dire, d'interaction sur Internet. Parce que justement, personne ne parle de lui, personne ne discute de lui. On devait assister aujourd'hui à des débats, à des conférences, à des essais, à des discussions partout, sur tous les forums. Je vais vous poser une question, répondez-moi franchement. Bernard Dadier méritait-il la mise en berne du drapeau? Mais Bernard Dadier, c'est le drapeau. Ouais. Bernard Dadier, c'est le drapeau. Je dis qu'il évoque toute l'histoire contemporaine. Mais quelqu'un qui est né à quelques heures du président Houphouët-Boigny et qui meurt plusieurs années après lui, mais c'est toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, Bernard Dadier. Bernard Dadier, c'est celui-là qui a inspiré et politiquement et culturellement de grands acteurs comme Houphouët-Boigny, qui a inspiré aussi les Soni Laboutensi, les Ferdinand Oyono. Il a fait la prison sous le colonisateur. Bien sûr, il a eu une influence au-delà de la Côte d'Ivoire sur ses autres pères africains, Amadou Kourouma. Tous ces grands noms, justement, se sont nourris aussi à la sève de ce géant. À côté de ça, il faudrait qu'on n'omette pas
le fait que le gouvernement, avec le ministre de la Culture, en a fait un bel hommage, une déclaration officielle par rapport au décès. C'est sûr que dans les jours à venir, comme on sait comment les funérailles sont organisées au sein de l'Afrique, voilà, au niveau national. À côté de ça, il y a des hommages qui lui avaient déjà été rendus de son vivant, avec son nom qui porte plusieurs prix au sein de la littérature. Tout à fait. Et ça, particulièrement, j'ai aimé cette clairvoyance de ses proches qui ont tenu à le célébrer à titre costume, voilà, comme dit GTB, ok? Mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Et puis même, ce que le gouvernement va faire, c'est ce qui est normal. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Honnêtement, j'accuse la classe intellectuelle, l'intelligentsia de ce pays, les universitaires de ce pays. J'accuse parce qu'ils font peu. Je dirais même qu'ils ne font pas du tout ce qu'il fallait faire pour un tel monument. Voilà en fait le sens de mon propos ce matin. Enfin, ils sont en grève. On le dit pour rire, mais Bernard Bédadier, je veux dire, c'est l'épine dorsale. J'entends des journalistes dire, voilà, j'entends des journalistes dire c'est le père de la littérature ivoirienne. C'est l'âme de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier, c'est celui qui fait la littérature ivoirienne. Voilà. Il n'y a pas un genre en particulier qui n'a pas été visité par ce monsieur. On l'a cité tout à l'heure dans l'un des, enfin, je crois que dans l'un des propos de Marcellin, il a visité tous les genres, les essais, les romans, les contes, les nouvelles, les chroniques, etc. Il a tout fait. C'est un personnage multiple et multiforme. Il est 6h26. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un seul flash, parce que nous avons voulu, au niveau de la rédaction chef, laisser libre cours à tout ce qu'on voulait par rapport à Bernard Dadier. On va revenir peut-être avec vous un soupçon après, donc le flash, mais on va y aller maintenant avec Abdoulaye Koné pour l'unique flash de cette émission. Vous êtes à Matin Bonheur, spécial Bernard Dadier. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Le temps sera généralement calme sur l'ensemble du pays au cours de cette matinée. Les vents secs d'Harmattan continueront de souffler dans le nord. Dans la bande centrale, le temps sera partiellement nuageux, alors que sur le littoral et le sud forestier, on aura un ciel généralement nuageux, avec par moments de larges éclaircies. Pour les températures, 26 degrés sera la maximale à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, à Boaké et à Deloua, 26 degrés à Dimbokro et à Gagnoa, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil dominera largement le ciel sur l'ensemble du pays. Dans le nord, les vents secs continueront de souffler. Sur le littoral et le sud forestier, le mélange de chaleur et d'humidité finira par donner en milieu ou en fin de période des bourgeons nuageux qui pourraient localement donner de la pluie. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 degrés à Bondoukou et à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le pôle scientifique d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville a abrité un séminaire. Il s'agissait de plancher sur les heures complémentaires et d'encadrement dans les établissements publics d'enseignement supérieur. L'objectif visé par les organisateurs est de mettre fin aux grèves à répétition dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Astou Touré. Pour trouver une solution définitive à la question récurrente des heures supplémentaires et d'encadrement dans les universités, les acteurs se réunissent pour réfléchir. Il s'agit d'élaborer une nouvelle réglementation qui prend en compte les réalités des établissements publics d'enseignement supérieur. Il faut reconnaître que l'environnement des universités et grandes écoles a totalement changé, notamment avec la mise en œuvre du système LMD qui requiert une reconfiguration des offres de formation, une élaboration de nouvelles maquettes pédagogiques conformément aux exigences nouvelles. Ensuite, en rapport avec la forte augmentation des effectifs d'étudiants et conséquemment l'insuffisance du nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs. Une centaine de représentants de différentes couches de la société, repartis en commission, pencheront sur 3 points, à savoir la fixation des taux horaires, des heures complémentaires, la détermination des indemnités d'encadrement et faire des propositions sur les taux de décharge horaires liés aux responsabilités. Il fallait qu'on harmonise les textes. Les textes qu'on nous a distribués datent de 1976 et 1977. Il faut actualiser les choses. Certains responsables d'organisations syndicales pensent qu'il faille réorienter le débat. Si les maquettes sont déjà faites, dont nous ne sommes pas contents, il faut bien que nous revenions travailler sur les maquettes ici. Et après les maquettes, maintenant, les charges horaires, les décharges. Nos salaires sont extrêmement bas. Il faut les relever sensiblement. Ces résultats seront consignés dans un projet de décret dont les arrêtés d'application devront permettre l'instauration d'un environnement apaisé. Le médiateur de la République a pris son bâton de pèlerin. Le médiateur Adama Toungara entame une tournée de prise de contact avec les médiateurs délégués. Il s'agit pour Adama Toungara de rapprocher l'institution des populations tout en lui expliquant ses missions. La ville de Dimbokro est la première étape de cette tournée où le médiateur a rencontré la population à la préfecture de la ville. Au Kambawa, Godefroy Eugène Atoubé pour le commentaire. Renforcer la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire à travers le dialogue et le vivre ensemble. C'est la mission du médiateur de la République. Adama Toungara l'a rappelé aux populations de la région d'Unzi. En retour, les autorités préfectorales et chefs traditionnels s'engagent à le soutenir dans sa mission. La région d'Unzi, qui abrite une délégation régionale du médiateur de la République, à Dibonkro, veut compter sur l'institution dans le règlement des conflits. À Dibonkro, ce sont notamment la difficile cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, les questions foncières au centre desquelles l'orpaillage clandestin et parfois les conflits intercommunautaires. Le médiateur, c'est celui qui nous transmet les bonnes nouvelles. Tout ce qui a été décidé, c'est lui maintenant qui fait tout pour que tout soit coordonné par tout un chacun dans toutes les communautés. Si on l'écoute, c'est très bon. Si on met aussi en pratique tous ces conseils, c'est très bon. Ça peut nous avancer dans le pays. La rencontre de Dibonkro a permis également d'exposer les crises actuelles, notamment la grève dans le secteur de l'éducation et l'atmosphère politique. Adama Toungara s'est voulu rassurant face aux efforts consentis pour la reprise des cours et pour un climat politique apaisé. Nous avons reçu toutes les parties prenantes à cette crise, notamment les syndicats d'enseignants et d'étudiants, ainsi que les parents d'élèves et les ministres chargés de l'éducation de notre pays. C'est le lieu d'inviter tous les acteurs de l'école ivoirienne au dialogue et au calme dans nos établissements, chefs coutumiers, leaders religieux, responsables d'associations des femmes et des jeunes. Investissons-nous dans la voie de la prévention des conflits, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Après Dibonkro,
Le médiateur de la République et sa délégation se rendront dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, dont le Gontougo et le Boukani, afin d'installer les médiateurs délégués. Autre rencontre, le groupe de travail Côte d'Ivoire Global a organisé à la Maison de l'Entreprise au Plateau sa 5e session portant sur le thème suivi de l'investissement privé en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, évaluation et attente envers l'État. La session avait comme principal invité le ministre des Affaires étrangères. Marcel Amontano a exposé sur la visibilité et le positionnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Faire gagner les entreprises ivoiriennes à l'international, renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement privé. Telle est la mission que s'est assignée le groupe de travail Côte d'Ivoire Global. On a eu des résultats remarquables en termes d'attraction de l'investissement, mais aujourd'hui, l'investisseur a des choix. Il a des choix en Afrique, il a des choix dans le monde. Donc, il faut, comme un client, le fidéliser. On estime que évaluer les politiques publiques fait partie du jeu démocratique. Et faire connaître les attentes du secteur privé à l'État est un outil primordial pour aider et éclairer la décision publique. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, invité à cette session, a indiqué que la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes pour permettre au secteur privé d'évoluer dans un climat des affaires paisible. Au-delà de la volonté politique, c'est un ensemble de stratégies à travers une coopération diplomatique accrue, tant bilatérale que multilatérale, que la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en œuvre. Des échanges francs entre le ministre et les hommes d'affaires qui n'ont pas manqué de relever les difficultés qu'ils rencontrent dans leur conquête des pays étrangers. Tout en leur réitérant l'appui de son ministère, Marcel Amontano a lancé un appel aux pays partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur rappeler que la politique d'ouverture économique de la Côte d'Ivoire ne saurait continuer de souffrir du manque de réciprocité à l'égard des hommes d'affaires ivoiriens. Que leur marché soit également accessible aux entreprises et start-up ivoiriens. Rappelons que les investissements directs étrangers en Côte d'Ivoire se sont élevés à 356 milliards de francs CFA au cours de l'année 2018. Mettons à présent le cap sur Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne a accueilli la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Ces journées se veulent une plateforme d'échange et de partage entre professionnels du milieu. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiomoko Touré, a présidé les travaux. La correspondance de Kader Sogodogo. C'est parti pour la 4e édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Une rencontre annuelle destinée aux chefs d'entreprise et aux responsables de la communication et du marketing des entreprises publiques et privées. Un carrefour du donner et du recevoir. C'est une belle opportunité pour tous les professionnels de la communication et du marketing se retrouver, partager leur expérience, apporter un plus à ce qu'il a l'habitude de faire avec l'expérience qu'il a pu apprendre des autres. Développement de la stratégie de communication digitale des organisations. Un thème bien d'actualité retenu pour la conférence inaugurale. C'est surtout un cours sur l'évolution de cette technologie, par le passage du web 1.0 au web 4.0. Et bien entendu, c'est un bassin riche en termes de communication sur le numérique. Et on espère justement, j'espère en fait en tout cas que j'ai pu répondre aux préoccupations des uns et des autres. Le ministre de la Communication et des Médias prend part aux travaux. Sidi Tiomoko Touré réitère la volonté du gouvernement de soutenir la digitalisation. Une préoccupation très vite prise en charge par le ministre en charge des nouvelles technologies. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette opportunité et nous avons vu des gens qui sont soucieux du devenir, de l'avenir de leur métier. Des échanges ont eu lieu, il y aura de l'apprentissage, il y aura de la formation et tout ceci est valorisant pour le corps des communicants et des marketeurs, mais surtout pour les ressources humaines qui y sont, qui seront valorisées davantage dans la perspective, je l'espère, de l'émergence que nous ambitionnons tous pour 2020. Les Journées nationales de la communication et du marketing sont un concept des Journées nationales métiers initié par le groupe RH Mag. Cette initiative bénéficie du soutien de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité sur le continent africain. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Sur ces images que vous allez voir, des personnes pleurent la perte d'êtres chers et de collègues sur le site du crash de l'avion d'Ethiopian Airlines. Dimanche dernier, des familles de 35 pays ont été endeuillées et des travailleurs de diverses agences de l'ONU sont également arrivés sur les lieux pour rendre hommage à leurs collègues. Le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines reliant Addis Abeba à Nairobi a fait 157 morts, soit tous les occupants de l'avion. En visite à Nairobi au Kenya, Emmanuel Macron s'est posé en champion du climat lors de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement hier à Nairobi. Jeudi après-midi, au terme d'une visite de 72 heures dans l'est du continent, Emmanuel Macron a présenté sa vision d'une relation renouvelée avec l'Afrique à travers, sinon à quelques 500 étudiants de l'université de la capitale kenyane. 4 trafiquants d'espèces animales protégées au Cameroun ont été arrêtés jeudi à Douala. Ces derniers s'apprêtaient à vendre 2 tonnes d'écailles de pangolin, un petit fourmilier écailleux menacé d'extinction, ainsi que 200 défenses d'ivoire, a annoncé le gouvernement camerounais. Le montant de la saisie record est estimé à 150 millions de francs CFA. Les nappes de pétrole libérées par le naufrage du navire de commerce italien Grande America mardi dernier pourraient atteindre le littoral français dimanche soir ou encore lundi. C'est le ministre français de la Transition écologique qui l'a annoncé. Parmi les conteneurs que transportait entre autres le navire, 45 sont recensés comme abritant des matières dangereuses. Je vous propose quelques réactions. L'une a une longueur de 13 km et une largeur de 7 km. Elle présente un aspect assez compact. La seconde est d'une longueur de 9 km et d'une largeur de 7 km. Elle a un aspect un peu plus morcelé. Nous ne sommes pas du tout dans la situation de l'Erika où c'était un pétrolier qui s'était cassé en deux à proximité des côtes et qui donc avait déversé toute sa cargaison de fioul vers les côtes. Nous avons un volume qui est plus petit, c'est du fioul de propulsion, mais le risque existe bien sûr que des résidus que nous n'arriverons pas forcément à pomper intégralement arrivent sur les côtes. Nous restons toujours en France et c'est une pétition baptisée l'affaire du siècle. Des ONG ont déposé 4 recours contre l'État français pour manquement à son obligation d'action contre le dérèglement climatique en l'absence de réponse satisfaisante du gouvernement mi-février. À travers cette démarche judiciaire, outre la reconnaissance des manquements de l'État, les ONG réclament la reconnaissance d'un préjudice écologique et moral avec versement symbolique d'une somme d'1 €. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump a été condamné à 7 ans et demi de prison. Paul Manafort, notamment accusé d'avoir dissimulé ses activités de conseil auprès d'Ukrainiens pro-russes de 2004 à 2014 et pour avoir tenté de corrompre des témoins. L'ancien lobbyiste et homme d'affaires de 69 ans est de nouveau accusé dans le dossier new-yorkais d'avoir obtenu frauduleusement plusieurs millions de dollars de prêts selon l'acte d'accusation. Et c'est la nouvelle sensation du Parti démocrate aux États-Unis. Beto O'Rourke se porte candidat pour la présidentielle américaine de 2020. L'ancienne rockstar s'était fait remarquer lors de sa campagne pour l'élection sénatoriale au Texas fin 2018 qu'il avait perdu face à Ted Cruz. Avant lui, 14 candidats se sont déjà lancés dans la primaire démocrate pour tenter de battre Donald Trump en 2020. Et nous terminons avec ce reportage sur la musique. Plus de 5 ans après sa mort, les guitares de Lou Reed ont résonné mercredi dans une cathédrale de New York, la ville bien-aimée de ce grand nom du rock américain. Avant sa mort en 2013, Lou Reed était connu pour son lyrisme et son goût pour les volumes extrêmes. Reportage. A nice thing to celebrate. I like birthday parties, so that's what this is, 77th birthday party. Only the main guest isn't here.
except only in spirit. Leaning your guitars, a bunch of guitars against a bunch of amps in open tuning, and they start doing feedback, and they start giving you all of these incredible overtones and harmonics and all of these things that are just so symphonic and so beautiful. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information au cœur de Matin Bonheur. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous pourrez retrouver ce journal en intégralité sur www.rti.ci. Merci Abdoulaye Koné. Et merci. Avec ce dernier élément de votre JT, c'est sûr que la culture reprend ses droits dans Matin Bonheur. Et nous nous poursuivons justement avec l'hommage rendu à cette grande figure de la culture ivoirienne, Monsieur Bernard Bédadier, avec toutes les personnes qui ont consacré du temps à cette émission spéciale, notamment Nessie Ndri, notre passe-partout. Oui, Nessie Ndri, notre passe-partout, qui est en liaison avec nous, avec nous allons tenter d'entrer en liaison, qui doit normalement être en partance pour un lieu. Bon, elle va tout nous dire. On y va avec Nessie. Bonjour Nessie. Grand homme de littérature africaine et mondiale, Bernard Dadier était l'un des défenseurs de la culture du continent. Malheureusement, il a jamais déposé la plume le 9 mars 2019 dernier. Matin Bonheur se souvient de lui. Nous avons donc décidé de déposer des fleurs en guise de souvenir devant son domicile. Bonjour. Bonjour, madame. On peut avoir des fleurs pour les déposer au domicile d'un défunt? Oui. D'accord. Vous pouvez en avoir ici. Je sors des nuits éclaboussées de sang. Regardez mes flancs, labourés par la faim et le feu. Je fus une terre arable. Voyez ma main calleuse, noire à force de pétrir le monde. Merci beaucoup. Voilà, nous allons entrer tout à l'heure en liaison avec Nessie qui doit arriver au domicile de M. Bernard Dadier. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de M. Josier Guebeau, grand homme de culture qui a été président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Pendant combien d'années déjà? 5 ans. Pendant 5 ans, avec un bilan assez efficace. On se permet de le dire comme ça. Vous aviez une relation fusionnelle avec Bernard Dadier. Vous avez beaucoup d'admiration pour lui. Vous êtes professeur donc à l'université, c'est ça? Oui, c'est ça, Cocody. À l'université de Cocody. Donc, merci d'être sur notre plateau. Merci, cher. Merci d'avoir accepté, donc pratiquement au pied levé, d'avoir accepté d'être sur notre plateau pour cette émission. Alors, le thème qu'on va essayer d'échafauder avec vous, c'est Bernard Dadier, quel héritage? Delors Inabo disait tout de suite avant vous qu'il trouve l'hommage après sa mort insuffisant. Oui, mais je veux dire que ça demande beaucoup de temps. Il est à peine parti, et donc il faut se laisser le temps de pouvoir lui rendre l'hommage qu'il mérite. Dadier a vécu 103 ans, au moins, et donc je pense qu'un hommage à sa taille mérite que l'on prenne le temps que cela nécessite. Et donc on vient de commencer en fait, donc l'hommage va se déployer très naturellement. Alors, il faut situer le cadre de cette rencontre-là, c'est dans la thématique. Aujourd'hui, c'est la thématique que nous allons aborder, tourne bien sûr autour de l'hommage, mais plus encore de l'héritage qu'il nous a laissé. Donc, comme il est de coutume avant que chaque débat, c'est le rituel élément explicatif. Ne dit-on pas qu'en Afrique, quand un sage meurt, c'est une grande bibliothèque qui brûle? Une bibliothèque a vraiment brûlé, mais avec tout son contenu, l'écrivain ivoirien Bernard Dadier est décédé samedi à l'âge de 103 ans, l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il a abordé divers genres littéraires. Mais au fait, que laisse-t-il comme héritage? Nous notons de nombreux ouvrages, mais aussi la conservation du bâtiment qui servit de palais du gouverneur à Grand-Bassam, en témoigne M. Tizier Bikofi. Le ministre Bernard Dadier a eu cette ingénieuse idée de faire de ce bâtiment un musée national du costume. Pourquoi le musée national du costume? Parce que le costume identifie un peuple. En 1950, il publie un recueil de poèmes engagés, Afrique debout, qui dénonce les relations de domination entre blancs et noirs dans l'Afrique coloniale. En 1952, il met en œuvre son autobiographie romancée, Climbié, qui sera sans doute son œuvre la plus célèbre, également très critique vis-à-vis du colonialisme. Les jambes du Fils de Dieu, le roman qui remporte aussi un franc succès en 1980.
Bernard Dadier est l'écrivain le plus fécond de la littérature néo-africaine et le plus traduit de sa génération. Bernard Dadier a abordé presque tous les genres littéraires, poésie, romans, chroniques, contes traditionnels et théâtre. En même temps que nous constatons ta disparition, nous nous interrogeons. Comment perpétuer tout ce lourd héritage? Adieu grand-père et bravo à toi. Pour nous, cette génération qui t'avions connue à travers toutes ses œuvres. Le dernier des Mohicans dans tout le groupe des Négritudiens, c'est comme ça qu'il disait tout à l'heure. Je vous ai pris au mot, Josué Guébou. Alors, j'ai failli dire Senghor. Bernard Dadier, c'est un homme multiple et multiforme. Tout à fait. Romancier, premier roman en 1956, et légende, conte, il a visité tous les circuits. C'est un homme pluridimensionnel. Et polyvalent. Il a une nature plurielle. Absolument. Et c'est ça l'héritage principal. Moi, je pense que donner l'exemple de polyvalence en tant que poète, romancier, nouvelliste, dramaturge, chroniqueur, journaliste. Il était journaliste en 1947. C'est en tant que journaliste qu'il est allé en prison pendant qu'il était journaliste de Le Réveil. Donc, c'est un auteur polyvalent et polysémique. Il a une grande capacité. Je pense que cela est un exemple pour les écrivains d'aujourd'hui, pour de nombreuses générations. Réussi à traverser tous les genres sans perdre son âme. Donc, du point de vue stylistique, il a une force. Et du point de vue, j'allais dire, du fond, il a une très grande force. Et donc, pour moi, c'est un héritage considérable pour tous les écrivains que nous sommes aujourd'hui, aussi bien pour les francophones que pour les non-francophones. Parce que Dadier est quand même traduit en 5 langues. Il est traduit, je vais dire, en français, en anglais, en portugais, en espagnol. Et il a des œuvres qui sont rééditées au moins 60 fois. C'est un texte comme Le Pagne Noir, qui a été publié en 1955, a été réédité 60 fois. Un texte comme Le Nègre à Paris, 43 fois. Donc, ces textes sont, j'allais dire, produits, reproduits de façon très, très significative. Ça, c'est fort pour nous. Alors, quand vous parlez d'héritage laissé, et plus précisément à la classe des écrivains, est-ce que ce sont les héritiers légitimes ou tout le monde pourrait se prévaloir Je pense que tous les intellectuels, cet héritage. tous les enfants de l'école africaine, au moins francophones, peuvent se prévaloir de l'héritage de Dadier. Parce que Dadier était dans les programmes scolaires. Un texte comme « Je vais vous remercier mon Dieu, Noir créé Noir » n'est pas forcément l'apanage des écrivains. Tous ceux qui sont à l'école, je veux dire, dans la période précoloniale, la période coloniale, ont étudié Dadier. Donc, c'est un héritage multi-sectoriel, si on peut le dire comme ça. Et générationnel. Générationnel, exactement. Alors, je saisis la balle au bon. Qui sont les Dadier d'aujourd'hui? Alors, ce serait prétentieux de présenter Dadier aujourd'hui. Je veux dire, Dadier est tellement grand. Quand je parle des Dadier d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger? Oui, je ne sais pas. En fait, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, certains s'essaient dans la mesure de leurs possibilités de toucher le modèle Dadier, mais il faut dire que Dadier est dense parce qu'il est pluriel. Il est unique. Il est unique, voilà. Il est remplaçable et puis voilà, il est incommensurable. Parce qu'en réalité, qui en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur est à la fois poète, dramaturge, nouvelliste, conteur, ça va être difficile à trouver. Même parmi les prix Nobel. Ça, c'est vrai. Même parmi les prix Nobel. Et qui parle d'héritage aussi, ne peut omettre le volet de la transmission. Est-ce que l'homme a transmis à qui? L'homme a transmis à des générations, comme on l'a dit tout à l'heure. Je veux dire que dès l'instant qu'un texte est publié, il est lâché dans le domaine public, il transmet sans forcément rencontrer physiquement ceux qui reçoivent le texte. Tous ceux qui ont lu Dadier portent une part de Dadier. Ils portent l'estampille de Dadier. Et donc, au-delà des affinités, j'allais dire, personnellement, je le rencontrais physiquement, je parlais avec lui, à la maison, tout ça. Je peux dire que j'ai reçu une part. Bien sûr, justement, et non des moindres. Oui, c'est cette part-là qui nous intéresse à plus d'un titre aujourd'hui. Comment il était? Qu'est-ce qu'il aimait? Un homme d'un abord simple. Un homme qui, j'allais dire, moi je dis même pas son fils, en fait. Appeler papa, ce serait prétentieux. Je veux dire qu'on a peut-être 50 ans d'écart, 60 ans, je ne sais pas. Voilà, c'est un grand-père, mais il me recevait chez lui. Seul à seul, on parlait tranquillement et il me racontait en fait ce que les Africains avaient vécu. Il me parlait de littérature, mais de combat syndical, combat politique. Ce qu'il a vécu pendant son arrestation en 1949, donc des choses très, j'allais dire, pratiques. Justement, son arrestation, vous vous souvenez certainement de ce transfert dans le Corbillard. Tout à fait. Où il commence un poème. Exactement. Magnifique, majestueux. Et il est toujours en train de poétiser. Moi, j'étais président des écrivains, quand il me voit, il dit « Ah, président, dis-moi. » Et ton ami Laï. Donc il me parlait comme ça, il me taquinait un peu. C'est un homme qui a vraiment de l'humour et qui est, je veux dire, très simple, d'un abord très simple. On oubliait que c'était un ministre. Je veux dire que, on a vu l'écrivain, etc., mais c'est une personnalité. Dadier est une personnalité de premier plan. Je veux dire qu'il a mené les combats essentiels et il a mené les combats aussi bien passés que les combats actuels.
Mais il est resté lui-même, il n'a pas perdu son âme. Un homme simple, un homme d'abord tout à fait simple, qui vous parle de littérature, mais qui vous parle aussi de la vie sociale, qui vous parle de la vie politique, et qui vous ouvre les yeux sur l'intérêt pour vous de prendre conscience de votre statut d'Africain, l'intérêt pour vous de prendre conscience de l'exigence en tout cas d'aller de l'avant. Justement, parlons de ce pan-là de l'homme. Il était défenseur incontestable de la cause noire. Quels sont ses acquis ou quels ont été ses acquis en tant que, on va dire, activiste? Alors moi, je pense déjà même que Dadie a contribué à décomplexer les Noirs. Un texte comme « Je vous remercie, mon Dieu, m'avoir créé noir » est une profession de foi, c'est un credo de l'affirmation du noir. Mais pour autant, Dadie n'était pas un nombriliste, c'est-à-dire qu'il n'était pas enfermé dans l'image, ce qu'on pourrait appeler un noirisme totalitaire. Non, le noir, non, c'était pas ça. C'était un homme universel. Il a quand même écrit le texte qui s'intitule « Homme de tous les continents ». Dadie voulait que l'on affirme notre identité pour aller à la rencontre de l'autre. Je veux dire qu'on ne peut pas dialoguer si on n'est pas soi. Il ne voulait pas l'extraversion, il ne voulait pas que nous soyons, j'allais dire, les roues arrière de la locomotive, mais que nous soyons dans une position d'égalité. Donc l'affirmation du noir pour que le dialogue avec les autres peuples puisse s'instaurer. Et donc pour moi, c'est un défenseur du noir, mais c'est un défenseur de l'homme, un humaniste, plus fondamentalement. Il restait attaché à ses racines, les pieds dans les racines, mais la tête dans le modernisme et dans la réalité. Absolument. C'est un homme complet, je veux dire un homme de synthèse, aussi bien ancré dans la culture africaine, mais qui écrit d'un français tout à fait agréable. Accessible à tous. Accessible à tous, tout à fait. C'est cela. Mais je veux dire, c'est un homme de gauche, hein. On peut parler de politique aujourd'hui, mais je dis oui, c'est ça. Il est accessible à tous. Voilà. Je parlerai de littérature, on va se contenter de ça aujourd'hui, mais c'est cela. Mais l'héritage doit être complet. Global. Bon, si vous me permettez, je vais en parler. Parce bien sûr, on lui rend il était hommage. quand même président du CNRD, qui est quand même, j'allais dire, un lieu de défense de la nationalité. C'est un prolongement de son combat anticolonial. Vous savez que Dadie était, je veux dire, des premiers combats contre l'oppression coloniale. Et Dadie a estimé que les colons n'avaient pas abandonné et n'ont pas abandonné leur tendance à vouloir mettre la main sur les Africains. Et donc, quand il a estimé que la structure à laquelle il appartenait n'était plus vraiment tournée vers le combat pour la libération de l'homme noir, des opprimés de la terre, pour parler comme Frantz Fanon, ben, il a présidé le CNRD jusqu'à son dernier souffle. Donc pour moi, c'est un auteur total, ce n'était pas seulement un écrivain, parce qu'il y en a qui écrivent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils écrivent. Mais Dadie était en phase avec ce qu'il écrivait. Il a mené le combat aussi bien par l'écriture, mais il est descendu sur le terrain, il a fait la prison sans renoncer justement à son combat. C'est un grand homme pour moi. On peut parler d'être avant-gardiste dans ce cas-là, puisque les thématiques qu'il traitait, nous en tout cas, nous touchent encore jusqu'à absolument, il était futuriste, c'est ça un homme de vision. Je veux dire, en 1933, quand il commence à écrire ses textes, il passe, lui-même l'a dit, on le prenait pour un farfelu, on dit, mais qu'est-ce que tu as écrit ces choses-là? Il était un peu marginal, mais il a vu loin. Une vision. Mais il le dit, je suis le vieux guetteur. Je suis le vieux guetteur, je suis le rempart, je cite de mémoire, et j'ai dans la tête la chanson des temps futurs. Et voyez loin, c'est ça, c'est un prophète. Moi j'aime bien la théâtralité. Dadie ne parle pas, n'écrit pas au hasard. Absolument. Il y a toujours une situation à laquelle il s'arrime et le message va encore plus loin. C'est ça Dadie au fait. C'est ça. D'abord, à la base, il est dramaturge. Je veux dire que ses premiers textes sont des textes de théâtre. Et donc, toute sa poésie porte cette marque-là, le théâtre, le roman, les chroniques. Donc, c'est un homme, je dis, présent et dont les textes portent toute la marque de son existence. Un homme plein d'humour. C'est cela aussi. Il arrive, il vous taquine. Une dame vient le voir et dit, mais asseyez-vous près de moi, vous avez peur de moi? Voilà, vous êtes détendu automatiquement. Oui. Je venais chez lui avec des amis qui voulaient le voir, tout ça. Une année, je suis venu chez lui avec un auteur, un Togolais, qui s'appelle Kanye Alem, qui a eu le grand prix littéraire d'Afrique noire, je dis, il n'y a pas très longtemps, et qui tenait à voir Dadie. S'attendait à voir un homme, je dis, impotent, incapable de juger. Non, Dadie est là. Il a bon pied, bon oeil. Et donc on allait chez Dadie. L'esprit vif. L'esprit vif. L'esprit vif, il a gardé tout le temps. Et donc on allait chez Dadie et il était surpris. Je l'ai présenté, j'ai dit, il s'appelle Kanye Alem. On a parlé pendant près de 2 heures. Et à la fin, il a sorti un livre qu'il voulait que Dadie dédicace. Dadie a pris le texte, il n'a pas demandé son nom une seconde fois. Il a écrit. Le gars était surpris, il était scié. Parce que je veux dire, même nous aujourd'hui, après 2 heures de conversation, c'était quel nom déjà? Govoy, c'est comment? Voilà. Et donc, il a dit à Kanye Alem, pour cette préface attendue depuis 1986. L'auteur togolais était complètement surpris. J'ai dit, c'est ça, il a la mémoire,
il aime les gens, et puis bon, c'est cela. Justement, parlons d'internationalisme et de regard que les autres auront sur la disparition. Quelle est la résonance que cela a eu au niveau international? On a parlé de notre cas ici. Au niveau international, les écrivains d'ailleurs ou même des passionnés de littérature? Même déjà avant sa disparition, il y a déjà les 100 ans, en 2016. Nous avons commis un ouvrage collectif auquel ont participé des auteurs de tous les horizons. Quand j'ai demandé, j'ai fait un appel à la communication, j'ai demandé à tous les écrivains... En 2016. En 2016, oui. Et l'ouvrage paraît cette semaine, voilà. On a fini, on aurait bien voulu le remettre main en main, mais on n'a pas pu. Mais je vous assure que des auteurs martiniquais, des auteurs anglais, et même un Saoudien a rendu hommage à Dadi dans cet ouvrage. Ah oui, des auteurs de tous les horizons, de toutes les langues, voilà. Donc je dis que ça a une résonance internationale. J'imagine en arabe, je vous remercie mon Dieu de m'avoir fait nègre. Ça doit être émouvant. Choukran, choukran. Ah, c'est que le merci qui est sorti. Oh, ouais. On imagine, voilà. Donc, partout, voilà. C'est une résonance internationale. Tout le monde a participé à cet ouvrage-là. Je pense au moins 18 nationalités. Voilà, comme dans un avion, quoi. Et donc, Dadi décolle. Elle a fait décoller la littérature ivoirienne. Et pour moi, c'est une très belle image de la Côte d'Ivoire. Quel était son regret, vous qui l'avez vraiment côtoyé par rapport à notre pays, dans notre pays, qu'est-ce qu'il est... Ce que je pense fondamentalement, c'est que Dadi ne raisonnait pas spécialement, je dis Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est un panafricaniste à la base. À la base. Je veux dire que l'Occident a scindé nos États. Qu'est-ce qui le décevait le plus en Afrique alors? Alors, la chose qu'il a touchée fondamentalement, je pense qu'il n'a pas le sentiment qu'on soit vraiment sorti de l'ornière de la domination occidentale. Chaque fois, il me posait la question, est-ce que tu penses qu'on est indépendant? De toi à moi, est-ce que tu penses qu'on est indépendant? Et vous répondiez quoi? Je pense que non, on n'est pas indépendant. Il faut qu'on continue le combat. Voilà. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est la question qu'il m'a posée assez souvent. Je veux dire, quand on parle, il m'écoute attentivement et puis il me dit, est-ce que tu penses objectivement qu'on est indépendant? Mais avec toute la gravité. Ça, il rit, mais là, quand il parle de ça, il ne rigole plus là. Qu'est-ce qu'il proposait? C'était le cœur de son action. Ah, il proposait le travail. Il pense qu'on doit travailler. Je ne veux pas faire la mauvaise langue envers nos compatriotes et nos frères, mais Dadi pensait qu'il fallait qu'on travaille davantage. Il a dit après, le travail après, la liberté. Donc je veux dire que s'il y a une autocritique, comment je peux le dire, une critique implicite, c'est ça. Peut-être qu'il faut qu'on travaille davantage, qu'on soit plus rigoureux. Parce que c'est ça, Dadi, il riait, mais c'est la rigueur dans le travail. C'est un homme rigoureux, travailleur. Et je pense que s'il avait un regret, c'était ça, qu'on ne soit pas encore sorti de l'ornière de la domination occidentale, et que peut-être qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Et la démarche de ce travail-là, ce serait déclinée en combien d'aspects ou dans quel sens? Alors, dans tous les domaines, je veux dire que quel que soit le niveau auquel on est convoqué, qu'on soit littéraire, qu'on soit médecin, quel que soit le domaine dans lequel on s'inscrit, il faut y mettre du cœur. La conscience. Oui, et puis il faut éviter de bâcler ce qu'on fait. Voilà. S'impliquer profondément parce que de manière générale, on peut déplorer que les gens bâclent leur travail. C'est clair. Bâclent leur travail. Dadi est ce qu'il est, mais par la force du travail. Il ne frappe pas la poitrine, mais quand tu regardes, tu ne peux pas être auteur de plus de 20 livres de cette dimension-là, être traduit, être promu de cette façon-là, si tu n'as pas le cœur à l'ouvrage. Donc la grande leçon qu'il nous laisse, en tout cas, c'est avoir le cœur à l'ouvrage, il faut y aller à fond. Alors, Dadi... Parce qu'il a travaillé jusqu'à la fin, hein. Je me dis, il n'y a pas eu de retraite. Non. Oui. Ça doit nous parler. Oui, il continuait toujours de recevoir des personnes pour toujours. Travailler, c'est vrai. Dadi a travaillé toujours. Il a mis en exergue n'être à la charge de personne. C'est le monsieur qui, malgré son âge avancé, faisait tout lui-même pratiquement quand il pouvait. Vraiment, Alix a eu l'occasion de le côtoyer également dans une vie antérieure télévisuelle. Ah, oui, c'est clair. Oui, donc vraiment c'était émouvant. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'intimité de Dadi et son épouse qui est partie avant lui, Assamala, qui a joué un grand rôle. J'ai encore souvenance de cette scène où, pas cette scène, c'est ce moment de vie où le colonisateur fait une perquisition chez Dadi et prend sa malle où il y a tous ses manuscrits. Et vraiment, Dadi veut s'interposer physiquement et la voix d'Assamala qui dit non, laisse, je compte sur ton inspiration pour en écrire d'autres. Tout à fait. Je veux dire, Dadi aimait beaucoup sa femme et je veux dire, depuis qu'elle est partie, on ne l'a pas revue. C'était difficile de le rencontrer, donc je pense quand même que c'était un homme très affectueux, un père famille, il aimait les siens, il aimait tous les enfants, il aimait ses enfants en particulier. Moi je vois avec quelle affection et quelle fierté, il me dit, ah tu vois, ça c'est ma fille,
J'ai vu une dame, là, une maman, il m'a dit, c'est ma fille. Je dis, tiens. Voilà. Et donc, vraiment, il y a un rapport très fusionnel avec ses enfants. Et j'ai vu aussi que Dadié, en tant que père de famille, il m'a dit, écoute, chez moi, le travail. On regarde la télévision à des heures précises, parce que je lui demandais, mais le secret, c'est comment? Parce que je vois que tous les gens sont plus ou moins... Et puis il m'a dit, ah non, il y a des heures pour regarder la télévision, et puis il y a des heures pour travailler. Quoique, regarder la télévision, c'est une forme de travail, mais je lui ai dit que le divertissement permanent, c'est pas cela. Oui. Il faut cibler aussi ce qu'on regarde pour pouvoir... J'ai trouvé un homme très affectueux, en tout cas. Un père de famille. Et puis je veux dire que ce que son épouse a vécu avec lui, ça n'a pas été seulement qu'à l'ère coloniale. Hein. Il y a eu d'autres événements, même des événements plus récents. Hein. Il a reçu la visite de visiteurs inattendus. Voilà, dans la dernière crise que nous avons vécue, il a été visité, il m'en parlait avec beaucoup d'amertume. J'étais triste, mais un peu révolté. Il y a de quoi. Voilà. Il y a du sacré, on ne touche pas à ce qui est sacré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une icône Dadié quand même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'icône, en fait. En tout cas, pour la littérature ivoirienne, il va être difficile de le remplacer. Il est irremplaçable, voilà. On va tenter de l'imiter, parce que c'est ça, je veux dire, celui qui est le timonier, pour employer un grand mot, celui qui est donc le phare de la cité, nous éclaire, et on tente vraiment, dans la mesure de nos possibilités, de nous en rapprocher. Je pense que ça, c'est une leçon vivante, une pédagogie matérielle. Voilà. À 103 ans, on me dit qu'il avait encore des projets. Ah, immanquablement. C'est ça l'immortel, parce que vous avez vu tout à l'heure, Dadié est membre de l'ASCAD. Oui. Ce sont les immortels, c'est un académicien a forcément des projets. Il a des produits, mais aussi des projets. Une production significative et porteuse de projets. Et donc, son œuvre fait résonance avec elle-même. Il avait forcément des projets. Dadié voulait que nous travaillions. Mais je pense que son projet, finalement, c'était nous aussi, hein, les plus jeunes, en tant qu'auteurs. Nous qui avons la prétention ou le rêve d'être des intellectuels, il voulait que nous puissions éclairer, dans la mesure de nos possibilités, nos concitoyens. Parce que le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas, j'allais dire, de faire raisonner et mettre s'entrechoquer les mots. Ce n'est pas ça, simplement. Oui, c'est d'être un éveilleur de conscience et de tenter d'éclairer ses concitoyens. Dadié l'a fait tout le temps. Il faut qu'on puisse le faire en toute simplicité et en toute humilité. Donc le projet, c'était aussi, d'une certaine façon, d'inviter tous ceux qui ont la prétention d'être des intellectuels à être des phares, des modèles dans la cité. Et pour les projets les plus, on va dire, matériels, qui devrait poursuivre l'œuvre? Ces enfants biologiques ou cela rentre dans le domaine de l'héritage? Tout le monde. Déjà, il faut noter qu'il y a une fondation Bernard Dadié, la fondation Archives Bernard Dadié, qui est dirigée par le professeur René Nyalega et dont le secrétaire général est madame le professeur Nicole Ventileoni. Ça existe déjà, je veux dire, un relais de son œuvre. Donc la fondation travaille à faire connaître son œuvre, à la dupliquer et à lui donner toute la résonance qu'elle mérite. Mais je veux dire que tout le monde est invité donc, à intégrer la fondation et tous ceux-là qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre des lumières de Dadié sont appelés à faire rayonner cette lumière-là, à la faire connaître et à lui donner toute la force qu'elle mérite. Alors, le palais de la culture d'Abidjan s'appelle le palais de la culture Bernard Dadié. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Est-ce que vous pensez que c'est un hommage suffisant ou qu'on devrait multiplier? Et même il faut promouvoir déjà le fait que cela, oui, voilà, déjà promouvoir cette architecture porte son nom. Qu'on dise que ça vienne vraiment automatiquement lorsqu'on parle de palais de la culture. Sports dans les sports, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus ou qu'on doit faire plus? On doit faire plus, immanquablement. C'était un débat, parce que quand ça a été créé, on l'appelait simplement le palais de la culture. C'est en 2010 que le pouvoir en place, voilà, pour ne pas le citer, non, on peut le citer. C'est l'histoire. Non, c'est pour rigoler, je le dis pour rigoler. Et donc, voilà, sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, le palais de la culture a été nommé ainsi. Mais je veux dire, les gens ont pris l'habitude de l'appeler autrement avant. Parce que quand le palais de la culture était créé, on l'appelait palais de la culture, donc ils ont gardé les vieilles habitudes. C'est un héritage qu'il faut promouvoir. Voilà, il faut le promouvoir, mais je pense qu'on n'aura pas suffisamment rendu hommage à Bernard Dadié parce que ça ne suffit. Personnellement, j'avais écrit un article, je crois en 2004, où je parlais de l'université. Vous vous oubliez alors que Bernard Dadié n'oubliait pas à 103 ans. Non, il est mieux de s'oublier, pour laisser raisonner. Je veux dire qu'il faut être l'homme pour que la lumière apparaisse. Si on se voit trop, on ne voit pas les lumière, autres. Ça va éclater. Voilà, si on se voit trop, on ne va pas voir. Donc je m'oublie volontiers. Et donc en 2004, j'avais écrit un article où je parlais de l'université Bernard Dadié. Il faut une université Bernard Dadié. Et je pense que nos universités portent le nom de personnes autres que celles qui sont des porteuses de lumière intellectuelle. Les universités ne sont pas des académies politiques, porter le nom d'hommes politiques.
C'est ce que je pense. Et donc, les universités devraient porter le nom de personnes, d'hommes de culture. Je ne vais pas dire d'universitaire parce que je suis universitaire, ce serait... Mais en tout cas, de tous ceux-là qui sont des porteurs de lumière. Avec un gros bagage, vraiment, un héritage. Absolument, absolument. Bon, puisqu'on a plusieurs universités en création, je pense que l'une portera le nom de Bernard Dadier. Et l'aéroport, un aéroport qui porte le nom de Bernard Dadier. Why not, ce serait très bien. Pourquoi pas? Ce serait très bien. Parce que je veux dire que, n'oubliez pas, qu'en France, par exemple, on a eu une panoplie de présidents de la République, mais Hugo, son nom fait plus écho que le nom maternel, rue, route, voie. Je veux dire, quand on vous parle de la France, par exemple, il y a très peu de gens qui vont retenir le nom de celui qui a été président de la France, 1930, etc., etc. Il y a très peu de noms qu'on retient. Mais Hugo, Lamartine, Baudelaire, De Gaulle, Breton, De Gaulle quand même. Oui. Le général Leclerc. Oui, mais De Gaulle est plus proche de nous, hein, du point de vue du temps. De Gaulle, je veux dire, il est mort en 70. Mais on te parle d'Hugo, qui n'a pas vu le XXe siècle. Voilà. Et qui a marqué. Et qui continue de marquer. On parle de Haussmann. Oui, pour moi, De Gaulle, c'est pratiquement un contemporain. C'est pratiquement un contemporain. Donc, ah oui, c'est un contemporain. Je veux dire que le XXe siècle, on a tous un siècle ici. Hein, et donc, voilà, c'est un contemporain. Alors, Alix, je vous propose maintenant d'aller voir notre ami au niveau du dessin, de la caricature. Qui nous a produit vraiment quelque chose de magnifique, assez frappant, assez ressemblant. Abou va se décaler pour qu'on puisse voir. Là, normalement, juste à côté de moi. Voilà. Et c'est sûr que Bonfils va nous permettre aux téléspectateurs de voir avec nous en même temps le travail qu'Abou nous a produit. Et vous avez dit tout à l'heure que vous démarriez par les yeux. En fait, et pourquoi spécifiquement? Je lui ai demandé de me tirer un poème. Maman, un faux poème, c'est pas ça. La ressemblance d'abord. Très bien. Voilà. Donc il faut toujours... Ah oui, vraiment, vraiment très ressemblant avec tout ce qu'il y a. Le détail m'interpelle, le stylo. C'était la pose de l'homme ou vous l'avez ajouté? Non, non. Bon, puisque c'est un écrivain, donc c'est normal. Voilà, donc au niveau de ces images qu'il a pu consulter, donc il a dû le stylo en main. Très bien. Donc, voilà. Et vous avez retranscrit Dadier de ces dernières années. Et on a l'image ici en vrai, pour comparer. Et vous aussi, à la maison, vous allez comparer. C'est vraiment très, très, très réaliste. Hein. C'est vraiment très réaliste. Ouais. On va vous laisser terminer. D'accord, pas de souci. Dans quelques instants, c'est sûr qu'avant la fin de cette émission, on aura le produit fini. OK. Laissez-vous concentrer. Merci beaucoup, Camus. Magnifique. Oui, Abou Camus. Merci à vous, mesdames et messieurs. On poursuit avant de retrouver M. Guebaud, professeur Josué Guebaud, qui nous fait l'honneur de sa présence dadiétique, si on peut s'exprimer sur ce plateau. On va aller voir avec Nissi. Oui, dadiétique. Je pense qu'on doit inclure ça dans le dictionnaire ivoirien. Quand une œuvre est belle, on dit que c'est une œuvre dadiétique. C'est beau. Et ça dure dans le temps. Allez, Nessie, on est à vous maintenant. J'étais là lorsque l'ange chassait l'ancêtre. J'étais là lorsque les eaux mangeaient les montagnes. Encore là lorsque Jésus réconciliait le ciel et la terre. Toujours là lorsque son sourire, par-dessus les ravins, nous liait au même destin. Hommes de tous les continents, les balles étaient encore les roses dans les matins de rêve. Sortis de la nuit, des fumées artificielles, je voudrais vous chanter. Vous qui portez le ciel à bout de bras, nous qui nous cherchons dans le faux jour des réverbères. Je connais moi aussi le froid dans les os et la faim au ventre, les réveils en sursaut au cliquetis des mousquetons. Parce qu'une gerbe de fleurs apporte soutien et réconfort dans les moments difficiles, Matin Bonheur a fait ce geste pour dire que nous n'oublierons jamais ce grand homme, ce monument de la culture africaine. Bernard Dadier restera à jamais gravé dans la mémoire de tous à travers ses œuvres. Voilà. Merci beaucoup, c'est émouvant. Merci beaucoup, Nessie. Matin Bonheur, la première gerbe de fleurs devant le domicile de Bernard Dadier. C'est de ça qu'il s'agit, comme a dit Josué Guebaud. Tout à fait. Vous allez aller déposer votre gerbe tout à l'heure? Oui, je pense qu'il faut... C'est un acte absolument à perpétuer. Et puis, il faut tirer l'exemple, en fait, de ça. Vous êtes ému, hein? Oui, j'avoue. Quand même. Et comme on le dit, hein, l'homme, il ne meurt pas. D'autant plus avec l'âge qu'il a eu. En Afrique, cela a pour connotation de célébration de joie.
avec 103 ans, comme on le dit, hein, quand une personne de cet engablus-là et de cet âge-là disparaît, c'est plutôt une fête qu'on fait pour rendre hommage à toute la vie qu'il a pu vivre. Dadier ne nous appartient plus. Dadier n'appartient plus à l'Afrique, mais Dadier appartient plus que jamais au monde. Au monde. C'est un auteur universel. Dadier, les auteurs de cette dimension-là sont universels. Un texte comme « Je vous remercie mon Dieu » est un texte, je veux dire, universel. Je pense qu'il y a un auteur américain qui l'a repris, un cinéaste américain qui l'a repris en ouverture de son film. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Spike Lee. Il y a tellement de projets de films à réaliser. On peut avoir un biopic même, avec pourquoi un biopic, pas. Très bien, Alix. On peut avoir... patron de New York, c'est magnifique. Oui, il y a la matière. Il y a la matière. Sur Dadier, il y a la matière. Et je suis heureux qu'il y ait une fondation Dadier. Et je pense qu'il faut aller à cette source-là pour trouver toutes les images. Dans le compte de la fondation. La fondation. Mais pas que. Oui, nous tous nous impliquer, mais il y a au moins un premier élément où nous pouvons trouver Dadier. Dadier dans sa fondation. Et il faut y aller. Il y a tout ce dont on a besoin. On va exposer ses photos, justement, des costumes, dans des musées. Voilà. On peut avoir des lunettes de Dadier pour qu'on voit. Sa tenue de l'ASCAD en tant qu'académicien. Oui. Les stylos qu'il a utilisés. Il avait toujours un stylo accroché là. Quand j'allais le voir, il avait un stylo là, chaque fois. On a des musées Grévin, par exemple, en Europe. On pourrait avoir aussi un semblable avec des masques, pourquoi pas, vraiment très ressemblant de nos figures emblématiques. Et moi, je crois que si nous voulons rendre hommage à Dadier, il faudra qu'on évite... C'est ça le vrai hommage. Mais les gouvernants ont décidé de rendre un hommage national à Dadier. Si j'ai une suggestion à faire, peut-être qu'il faut faire un hommage qui ait une capacité pérenne. C'est-à-dire, des fois, on a tendance à faire des choses qui sont ponctuelles. Voilà. On dépense beaucoup d'argent dans des choses qui sont ponctuelles, qui sont des feux d'artifice. Mais il faut pouvoir réfléchir précisément sur des choses qui vont durer et qui vont être pérennes. Voilà. C'est un peu cela. Ne soyons pas étonnés que si on est lent à ce niveau-là, d'autres pays vont nous emboîter le pas et ça fait bizarre quand même. On couper l'herbe même sous le pied. Quand Bernard Dadier est décédé, des chaînes étrangères se disaient que ça chauffait ici, qu'il y avait vraiment... Même on a vu que tout était normal, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc ça a choqué un peu certains observateurs au niveau étranger. Mais bon, je rappelle qu'il y aura un hommage. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit, il y aura un hommage national rendu à Dadier. Mais à côté de cela, dans les villes, dans les villages, partout, il faut qu'on ait chacun sa part de Dadier. Tout à fait. Et de l'acte qu'on vient de poser, pourquoi pas lancer aussi un appel, hein, on parlait de la toile, on pourrait lancer un message comme ça, une gerbe de fleurs pour Dadier, on devrait avoir une mer de fleurs devant sa maison pour montrer notre attachement. Et puis il y a aussi la rue Bernard Dadier qui part de l'INSAC au boulevard Bogadoudou, je ne sais pas si vous voyez la voir, devant l'INSAC, là, voilà, c'est le boulevard Dadier. Son domicile n'est pas très loin de là. Non, son domicile est à Cocody, vers l'INSAC, mais je parle, là c'est aux deux plateaux, je pense, au Vallon. Il y a une rue qui porte son nom, et donc on peut imaginer en tout cas un ensemble de façons de lui rendre hommage. Justement, parlant d'hommage, et à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que les textes de Bernard Dadier sont des ordonnances pour l'éducation de l'homme, en général, de l'Africain en particulier. Oui, je pense. Multiplier ses œuvres. Absolument, il faut que dans le programme scolaire, son œuvre soit plus prégnante. Et bon, il faudrait que l'école fonctionne bien. Il faut que dans soit dit en passant. Soit dit en passant, je ne le dis pas. Voilà. Et donc, il faut déjà que cette œuvre-là soit bien connue et que ceux qui décident, hein, il y a déjà la présence de son œuvre dans le programme scolaire, mais on peut davantage les mettre, contribuer à ce que cette œuvre soit plus connue dans le programme scolaire. Je pense que ce serait bien. Mais dans tous les cas, ça se ferait ailleurs. Parce que la lettre de Guy Moquet en France. Oui. On peut avoir le jeune résistant, tout à fait. Le jeune résistant. Absolument. On peut avoir, par exemple, un poème une fois par mois de Bernard Dadier. Absolument. Il y a des textes emblématiques. Et surtout même depuis la petite enfance, hein, on a des poèmes qu'on apprend aux enfants qui, ma foi... Mais ce que je sais, c'est que si on ne le fait pas, les autres le feront. C'est clair. Parce que tout le monde le revendique avec la même légitimité. Je veux dire que tous les auteurs ou toutes les écoles africaines peuvent revendiquer Dadier avec la même légitimité. Parce que Dadier écrivait pour tout le monde. Il n'était pas dit « je vous remercie de m'avoir créé ivoirien ». Oui. Noir. Donc tous les Noirs se revendiquent de lui. Imaginez ça, chaque jour, au moins une fois par mois dans une classe. Voilà. Ça va ouvrir même l'esprit des enfants à s'intéresser à l'œuvre de l'homme. Diminuer les complexes. Bien sûr, puisqu'on s'instruit, assurément. Absolument. Alors, quelques histoires croustillantes, moi c'est le côté... Les anecdotes. Les anecdotes avec qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il aimait voir, quelles sont les couleurs, ses couleurs préférées, il chaussait du combien, voilà. J'avoue que ce sont les femmes qui font attention à ça, ce qu'il aimait manger, tout ça. Non, mais l'écrivain aussi fait attention aux détails. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait toujours son stylo sur lui. Ça m'a marqué. Stylo bleu, noir? Un stylo bleu. Okay. Et il avait toujours accroché là. venait comme ça. Toujours son stylo. Enfin, s'il y a une chose qui m'a marqué, son stylo en permanence. Son stylo en permanence. Et quand il écrivait, sa main ne tremblait pas. Ça m'a marqué aussi. Je veux dire, pour l'âge, il signe
et il écrit à Kanye Alem pour cette dédicace attendue depuis 1986 et il signe. Ça se fait marquer. La main qui ne tremblait pas et le stylo, toujours son arme, l'appelait-il. Et justement, c'est son arme. Son arme, toujours. Il avait toujours l'arme chargée d'encre, voilà. Toujours son arme. La pointure, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il aimait manger? Je ne sais pas. Ben, on mangeait ce qu'il y avait quand il m'a dit viens manger. Il n'avait pas de restrictions. Des petits pois, on mangeait des choses. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'était plutôt des agapes littéraires. Voilà. Et lui, c'était qui ses auteurs? Mais je trouvais aussi qu'il était sobre. Je trouvais qu'il était sobre. Je ne trouvais pas, il n'était pas... ostentatoire. Pas du tout. Il buvait de l'eau, des jus de fruits. Je le trouvais sobre en tout cas. Qui étaient ses références? Quelles étaient ses références littéraires? Je pense qu'il faisait beaucoup référence à des gens comme Zola. Émile Zola. Oui, il a fait référence à Zola plus d'une fois. Il faisait référence aussi, parmi les poètes, à Hugo. À Lamartine aussi. Et puis bon, je dis, parmi les Africains, il faisait référence à Damas, à Senghor, à Césaire, qui étaient ses contemporains. Il a vécu au Sénégal, voilà. Donc, le plus souvent, il faisait allusion à eux. De ce que vous dites, c'est tellement important. Il n'était pas réfractaire à la littérature qui venait d'ailleurs, ou du moins de l'Occident. Il était ouvert au monde. Oui. Et puis, pour moi, il en riait chaque fois. Il dit qu'il a été chassé de l'école avec la mention anti-français. Il rigolait. Ça existe? Oui, ça existait à l'époque. On disait, ah non, celui-ci était un anti-français, donc on l'a viré de l'école. Il était anti-français. C'était le péché total. Et donc, il en rigolait. Il était plutôt, j'ai dit, en tout cas un francophile. Moi, je pense que Dadier a beaucoup aimé la langue française, il aimait la culture française. Il était tout sauf un anti-français. Tout sauf ça. Et je pense qu'il lisait avec beaucoup de passion la littérature française, avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Il aimait la langue. Il aimait la culture. Et puis bon, il était ouvert au monde. Il a vécu aux États-Unis aussi. Il a fait, je pense, une année là. D'où patron de New York en 1965. Il s'inspire de toutes les cultures, voilà, de toutes les cultures. Et puis bon, il était profondément... Il a eu des prix aussi. Ah oui, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, le prix James Torres qu'il a eu tout récemment. Et il était très, très attaché à sa culture. Nzima, Annie, en tout cas, il était vraiment dans sa culture et puis ouvert, à la fois dans sa culture et puis, comme l'a dit Govoy, ouvert au monde. Ouvert au monde. Alors, nous sommes vraiment désolés de mettre fin à cette émission, mais on va donc aller, avec la permission d'Alix, je vais aller découler la toile. La Boucamu. C'est fini maintenant, pendant que le cercle des poètes, je rappelle que c'est le cercle des poètes de Alain Tailly, hein, s'ils viennent d'Alain Tailly, pas de l'INSA, qui sont magnifiques. On peut décoller, on peut décoller, vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Voilà, il a été, comme ça on va bien montrer, afin qu'on puisse voir un peu l'étendue de votre talent. Voilà. Merci infiniment. Et ceci fera office d'un magnifique présent pour une personnalité illustre, pourquoi pas? Alors, vous savez que M. Guebo, notre directeur général, M. Dambélé Fousseni, est un homme de culture. Oui. Alors, donc, nous avons décidé, avec la permission... Ne vous cachez pas derrière M. Dadier. Rédactrice en chef donc, de l'émission et toute l'équipe. Je ne le cache pas. Cela dans le bureau, d'offrir cela au bureau de M. le directeur général de la RTI. Ça va trôner dans son bureau. Ce sera un souvenir de Matin Bonheur. On voit bien? Attendez, je vais bien me placer. Voilà, ne vous cachez pas derrière Dadier. On a le temps pour Bernard Dadier. J'ai du mal à dire Dadier, voilà. Ça, c'est pour monsieur le directeur général de la RTI. On va lui offrir ça tout à l'heure, de poser à son bureau, comme ça. C'est notre part de Dadier. Merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie avec Alix Dadier, Marcelin Dadier. Tout le monde est Dadier aujourd'hui. Josué Dadier. Oui, nous sommes Dadier. Christelle Akoussa Dadier, Zélie Kaoura Dadier. Tout le monde est Dadier. Nous sommes tous des Dadier. Merci à Nessie Dadier. Et maintenant, la place à vraiment notre poète qui va conclure et estampiller cette émission. Hommage, non pas hommage, juste un témoignage à Bernard Dadier. Merci à tous. Elle s'avance incandescente, ma parole, cueillie au pied du fils des villages téméraires de la tribu de ceux qui croquent la pierre. S'ils te demandent qui je suis, dis-leur que je suis Nelou et que je parle le feu. Et s'ils te demandent d'où je viens, dis-leur que je viens de Farafina, la belle à la senteur de karité concassée. Et s'ils insistent, dis-leur que de Zonaki, Guéhi, de qui Naki là-haut, de qui Naki Pénan, de qui Naki Nevlou, Aléthéo Mamel, guerrière de Monoamou, fille de Yourga, fils de Bon, fils de Zéia, qui ordonne au tonnerre, qui fait chanceler le poids ou chez nous, on avale la braise pour purifier la parole. Parole contre parole en hommage à un mage. J'ai ailé ton nom d'un ton enroué, mais l'écho de ma voix qui dans le vide s'est écrasé a ravivé en moi la fétide évidence. Le sel s'est affadi,
La lumière s'est enrobée de ténèbres. Le navire ne reviendra pas mangé par les flots de cette mer atroce. Les oiseaux ont eu leur trémolo, les nuages malgré eux s'entassent. À l'oreille de nos soupirs inextricables, le tam-tam à 1000 pieds a prononcé des mots confus. Dadie est parti. Même la clameur du soleil laissera tes paupières intactes. Aujourd'hui encore, nos yeux ont dansé. Ce genre de danse que ne teignent que 1001 heures de sanglots. Aujourd'hui encore, nos doutes ont douté de ce genre de doutes qui eux-mêmes doutent. Aujourd'hui encore, nos faces sont inondées de larmes bigarrées qui ont rougi le front du ciel. Je salue ta mémoire, ô homme éternité, parti dans la profondeur de cet instant sortide. Birago Diop l'a dit et je le redis, les morts ne sont pas morts. Alors Bernard Dadié, je sens ton souffle dans l'eau qui coule, dans le murmure de la terre, dans les caresses de l'air, dans la voix du feu. Ah, laissez-moi grignoter mon amertume et que de ma plume exude des larmes de cendre. Tes écrits tonneront encore et encore ad vidam aeternam dans ces bassamoises chaudes vagues. Aujourd'hui encore, nous te pleurons, ne vis pas plus de 100 ans pour mourir. Tu as quitté nos yeux pour ne siéger définitivement que dans nos cœurs. À bientôt, papa. Merci.